Bonsoir à tous et bienvenue dans la Totale dimanche. Voici le sommaire dans Confraternellement. Ce soir, nous allons revenir sur la réélection de Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. L'Assemblée générale élective s'est tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf CICAD de Diamniadio hier. Le président sortant a récolté 326 voix contre 123 pour son principal adversaire Madi Touré. Les enjeux d'un nouveau mandat à voir en début de magazine. Le marché du gaz, quel apport dans l'économie nationale? Coin Éco interroge des experts sur l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Le Sénégal devrait rejoindre à partir de 2023 la liste restreinte des pays producteurs. Un chiffre effarant paru cette semaine, 1836 accidents de la circulation enregistrés au Sénégal depuis le début de l'année 2021. Les acteurs s'interrogent toujours sur les solutions pour venir à bout d'une telle hécatombe. Nous irons à Saint-Louis dans Ailleurs A. Du rap dans Bouillon Culture, au-delà de la musique, une véritable industrie se cache derrière. C'est universel, les nouvelles générations de rappeurs se tournent de plus en plus dans le monde des affaires. Qui gagne réellement? Boubacar Dieng nous dira. Et enfin, Tranche de vie rend hommage à la jeune dame sauvagement tuée cette semaine. Un film d'horreur. L'Obédiane Ndiaye laisse derrière elle une famille orpheline et brisée à jamais. Bienvenue à tous. Alors, Augustin Senghor sera à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour les 4 prochaines années. Il a pris largement le dessus sur son challenger Madi Touré, 326 voix contre 123. Les deux candidats semblent avoir enterré la hache de guerre pour l'intérêt collectif du football sénégalais. Le récit de Mamadou Dieng. C'est sûrement l'élection de fédération de football la plus médiatisée au Sénégal, dont le résultat était des plus prévisibles. Le candidat du consensus, Augustin Senghor, en était le favori, même si une partie de l'opinion publique réclamait son départ après qu'il a déclaré en 2017 exercer son dernier mandat à la tête de l'instance. Les votes ont démarré à 14 h et ont duré plus d'une heure. Le nombre de votants est estimé à 453. 4 bulletins nuls et 499 suffrages valablement exprimés. Le président sortant Augustin Senghor en a obtenu 326, 123 pour son rival Madi Touré. Un vrai gentleman, Madi Touré est monté sur le symposium pour féliciter son adversaire. Cette image des deux candidats a fait le tour des réseaux sociaux. Mieux, le président fondateur de l'Académie Génération Foot a donné l'autorisation au nouvel élu d'exploiter son programme ambitieux. Il y a eu quelques désaccords dans la salle durant les votes, mais aucun incident comme le craignaient certains. L'équipe du consensus a également réussi son pari. 3 de ses membres ont été portés respectivement à la tête de la Ligue de football professionnel, de la Ligue de football amateur et de la Fédération sénégalaise de football. L'équipe élue a 4 ans pour dérouler son programme. Les gros chantiers sur lesquels Augustin Senghor est attendu, la réforme des textes, une des vieilles promesses, mais surtout le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun dans moins de 5 mois. Merci beaucoup Boubacar pour ce récit, Boubacar, que nous allons retrouver tout à l'heure dans Bouillon Culture. Mais en attendant, nous recevons notre invité ce soir. Il est journaliste ici au groupe Média Invest. Saïkou Seydi, bonsoir. Bonsoir Adama Anouska, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Totale. Alors vous êtes là aujourd'hui en tant que consultant, on va dire, et vous avez été hier au CICAD toute la journée pour suivre justement l'Assemblée générale élective. Je le disais tout à l'heure, 4 nouvelles années pour réformer le football sénégalais. Augustin Senghor détient son nouveau mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football, qui dirige d'ailleurs depuis, je le rappelle, 2009. Alors les dés étaient jetés depuis longtemps, Saïkou, il semblerait. C'est bien cela, parce que tout est parti d'un consensus qui a regroupé 3 candidats. Il y avait Diouf Dia, Saher Seck et puis Maître Augustin Senghor himself. Et il faut rappeler qu'avant le consensus, déjà, il y a eu Madi Touré qui a déclaré sa candidature depuis le 4 janvier. C'était le premier d'ailleurs à déclarer sa candidature et s'en est suivi son programme de 7 pages qu'il a sorti donc pour le renouveau du football sénégalais. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Et après, il y a eu Augustin Senghor. D'abord, il n'avait pas déclaré sa candidature. Il faut le dire, c'est le consensus d'abord pour lui. C'est le mouvement sportif qui a réclamé sa candidature en 4e mandat.
Parce que pour lui, la pandémie de Covid-19 a un peu été un handicap pour qu'il puisse développer le programme qu'il avait mis en place en 2017, après qu'il avait déclaré que ce serait son dernier mandat, troisième et dernier, ce qui avait d'ailleurs empêché Saersek de se déclarer à l'époque. Et là, après le consensus, c'est sûrement, il avait beaucoup plus de chances de remporter ce scrutin, et surtout que ses membres du consensus ont gagné leur élection respective. Il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise, bien sûr, parce qu'il y a eu déjà Djibril Wade qui a été élu président de la Ligue sénégalaise de football professionnel par acclamation, disons, puisque Babacar Ndiaye a été appelé au consensus, il a cédé. Il n'y avait qu'un seul candidat, Djibril Wade, qui est le président du NG Benyatari, qui était vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel sous Saersek. Et il y a eu aussi cette victoire d'Abdoulaye Sow, qui est le président de la Ligue amateur, lui aussi son troisième mandat, qui a pris le dessus sur Ousmane Yantam. On y reviendra d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ce qui a annoncé, disons, la victoire d'Augustin Senghor, parce que déjà il avait ces deux disons, partenaires qui ont gagné leur match, et il a fallu qu'ils viennent pour couronner tout ça. Et c'était prévisible parce qu'il avait quand même tout le mouvement sportif derrière lui, disons. Alors, avec ce nouveau mandat d'Augustin Senghor, le 4e, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une nouvelle démarche, de nouvelles orientations, en gros, une nouvelle version de la Fédération sénégalaise de football, déjà très controversée quand même? Oui, nouvelle démarche, de nouveaux chantiers, disons. Et c'est une obligation en quelque sorte, parce que je pense bien ce que les Sénégalais, le monde sportif, ont pardonné ces 12 ans. Ils ne vont pas le supporter de plus pour ces 4 prochaines années. Ils savent bien que les Sénégalais ont envie de voir des projets ambitieux, c'est-à-dire d'abord... Tout comme il y a des Sénégalais qui s'attendent à une impression de déjà vu. Oui, tout à fait. Vous savez, en 2017, le gros chantier d'Augustin Senghor, c'est-à-dire là où le débat s'était posé par rapport aux réalisations d'Augustin Senghor et son équipe, c'est-à-dire que déjà en 2017, son gros chantier, il avait dit, c'était la réforme des textes. Quand vous dites qu'aujourd'hui, mon gros chantier, c'est la réforme des textes, alors que vous avez terminé un mandat où on n'a pas touché aux textes, c'est-à-dire qu'il y a faillite quelque part, même s'il y a eu quelques réalisations, il y a quelques résultats sur le plan continental avec les sélections de jeunes, et puis l'équipe nationale du Sénégal qui, entre-temps, a disputé un quart de finale d'abord en 2017 de Coupe d'Afrique, une finale en 2019 et puis une participation à la Coupe du Monde Russie 2018. Mais je le disais tantôt, les gros chantiers, c'est d'abord les réformes des textes. Parce qu'on ne peut pas développer un football sans des textes. Les textes qui régissent aujourd'hui le football sénégalais, c'est des textes qui ont été copiés à la France. La France a une réalité, le Sénégal a une réalité. Aujourd'hui, des textes doivent être en conformité à la réalité de la nation. Et on devrait s'attendre à quoi comme changement? Ce qu'on doit s'attendre d'abord, c'est les textes dont je parle. Parce que sans des textes, on ne peut pas développer un football. On parle de beaucoup de football. C'est un gros changement. Voilà, c'est le plus grand chantier. C'est le plus grand chantier de notre football, c'est des textes. Des textes qui régissent ce football-là, des textes qui permettraient aux dirigeants de dire que voilà ce que les textes disent, voilà ce qu'on doit faire, voilà l'équipe qui doit accompagner, disons, le chantier que nous avons, voilà les limites et le début de chaque engagement pour un membre du COMEX, comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Donc, tant qu'il n'y a pas ces textes-là, parce que des textes qui sont en conformité avec la réalité de la France ne peuvent pas être exécutés au Sénégal. Le Sénégal a une réalité, c'est-à-dire que nous, on a un championnat faible. On a un championnat où les joueurs ne peuvent pas s'en sortir grâce à ce qu'ils gagnent dans leur club. Donc, il faut réformer tout ça pour permettre à ce qu'on puisse avoir un championnat fort d'abord, des clubs forts, parce que quand on n'a pas de club fort, on ne peut pas titiller les grands d'Afrique. Et ça passe par une organisation. Et cette organisation, elle est encadrée par des textes qui régissent le football, parce qu'on n'est pas dans l'informel. Ça doit être encadré et ces textes-là doivent être accompagnés. Parce que le problème au Sénégal, ce n'est pas des programmes, encore une fois, ce n'est pas des textes, c'est l'exécution. Parce que souvent, il n'y a pas une transparence dans l'exécution. Je prends l'exemple de la commission de contrôle, qui est très importante dans les commissions qui encadrent notre football. C'est une commission qui doit être gérée par une personne indépendante. Parce que si je suis président de club, je ne peux pas contrôler le club de mon ami qui est dans le COMEX ou bien qui est un ami président de club, alors que dans mon club, il y a des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Vous comprenez? Donc, c'est cette situation qui se passe dans notre football. Donc, il faut une transparence dans l'exécution de ces textes, des règlements qui régissent notre football, mais surtout respecter ce que disent, par exemple, les textes de la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui est le football sénégalais qui est professionnel depuis 2009, le championnat. Mais il y a des textes qui ne sont pas respectés, que ce soit côté salaire, que ce soit côté engagement des joueurs, que ce soit transfert, que ce soit
soit même les clubs qui doivent avoir en réalité des sociétés qui en réalité doivent être celles-là qui financent les clubs, mais pas seulement que le financement doit venir de la poche du président qui à un moment donné s'il quitte, le bateau va chavirer. Ouais. Voilà, c'est aussi ça le problème. Et parlant de changement, Saïkou, on a vu la nouvelle équipe fédérale et on a également remarqué que ce sont presque les mêmes personnes, la même équipe qui a été reconduite à quelques différences près. Abdoulaye Seydou Sow est aussi réélu, vous l'avez dit tout à l'heure, à la tête de la Ligue de football amateur pour un 3e mandat également. Est-ce que cette sorte de continuité augure des lendemains meilleurs du football sénégalais? Oui, continuité. Normalement, c'est ce que la continuité, quand on parle de continuité, c'est sûrement par rapport aux chantiers qui ont été entamés pour qu'on puisse les achever. Excusez-moi. Donc, mais là, on est dans une continuité peut-être qui a été un peu anticipé par ce consensus, je l'ai dit, parce que là, c'est des gens qui sont là. Peut-être il y a eu un petit changement. C'est Djibril Wade qui était premier vice-président de la Ligue, qui devient maintenant le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Abdoulaye Sow, oui, il est là depuis 2 ans et deux mandats. Là, c'est son 3e mandat. Le changement d'homme, c'est important. Durant leur campagne, c'était toujours ce discours-là, l'inexpérience qu'on parlait toujours pour faire un peu allusion à Madi Touré ou bien à Baba Karnia ou Issoumane Iyantiam qui était candidat pour la Ligue de football amateur. Mais la continuité, elle est importante. Si et seulement si ces personnes qui sont là, on suit qu'ils ont qu'ils ont échoué dans certains projets et qui sont capables d'arriver à leur objectif et qui se réveillent et se disent que voilà, les Sénégalais, ils ont confiance en nous, le mouvement sportif, parce que si ce sont les Sénégalais qui votaient, c'est sûr que cette masse populaire allait voter pour peut-être Madi ou pour Baba Kandia. Oui, parce ça que aurait été différent. voilà, ça aurait été autrement. Donc, je pense que ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le mouvement sportif a toujours confiance en eux et eux, ce qu'ils doivent faire, c'est au moins pouvoir satisfaire l'attente de cette masse populaire-là et surtout du mouvement sportif qui a voté en majorité pour eux, parce que Augustin qui a eu 326 voix, Abdoulaye Sow qui a eu plus de 300 voix, et ça montre encore une fois, ils ont la confiance du mouvement sportif. Peu importe, même si on va parler de représentativité mécanique et tout, mais là on attend cette continuité, c'est surtout des chantiers qui ont été entamés il y a 2 ou 3 mandats qui doivent être achevés. J'ai parlé tantôt de la réforme des textes, j'ai parlé tantôt du travail marketing qu'on doit avoir dans notre football, parce qu'aujourd'hui il se trouve quand même la Ligue sénégalaise de football professionnel pour démarrer son championnat depuis 2 ou 3 saisons a besoin d'une perfusion financière de la Fédération sénégalaise de football pour s'en sortir, alors que la Ligue elle est indépendante, elle ne doit pas dépendre de la fédération. En réalité, l'argent de la fédération doit servir au football amateur. Ouais. La Ligue sénégalaise de football professionnel elle est indépendante, c'est-à-dire elle doit aller chercher des partenaires, le sponsor pour pouvoir démarrer son football et aller chercher peut-être des TV qui peuvent diffuser les matchs du Sénégal. Parce que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau de professionnalisme de notre football, on va toujours rester comme ça avec des campagnes qui seront lancées et il y aura des candidats, il y aura des consensus pour pouvoir continuer avec des hommes, mais pas avec des programmes. Encore une fois, le plus important, c'est d'avoir un programme et avoir une ambition. Diriger une fédération, ça ne demande pas d'avoir le CV de professeur Ibader Thiam. Il faut juste être ambitieux. Le programme, on va peut-être parler de la place du championnat local dans le nouveau programme de Augustin Senghor. Oui, il a un peu énuméré la visibilité, le marketing et tout pour le football amateur. Et c'est important, moi, j'aimerais bien y croire parce que depuis 2009, on est professionnel. Il y a eu des programmes, il y a eu des avancées, il y a eu des annonces et tout. Mais jusqu'à présent, je pense que c'est le statu quo côté marketing, côté même, disons, spectacle pour rendre le football sénégalais attractif. Parce que le sérieux problème qu'on a d'abord dans notre football, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire le contrôle. Dans les clubs aujourd'hui, les premières victimes, ce sont les joueurs, les techniciens, parce que ce sont eux les vrais acteurs du football. Tant qu'eux, ils ne sont pas dans des conditions qui leur permettraient d'être performants, on ne peut pas gagner ou on ne peut pas exister en Afrique ou bien titiller les grands d'Afrique. Alors, dans les clubs aujourd'hui, le contrôle, il se trouve qu'il y a des clubs qui respectent très bien les textes. On peut les citer, on peut ne pas les citer aussi. Mais il y a des clubs qui ne sont pas en conformité avec les textes. Et ça, les fédéraux le savent. Et ceux qui sont dans la Ligue de football professionnel le savent parce qu'en réalité, ceux qui siègent dans ces instances-là sont des présidents de clubs, sont des secrétaires de clubs. Ils savent très bien ce qui se passe dans notre football. Donc, il va falloir qu'on revoie tout ça.
permettre à ce qu'aujourd'hui le joueur qui évolue dans le championnat local puisse s'épanouir, qu'il puisse s'en sortir grâce à ce qu'il est en train de faire. Parce que le football est un métier. On n'est plus à cette époque où celui qui n'a rien, c'est le chômeur qui est chargé de régler les licences, entre autres. Aujourd'hui, le football, c'est un métier. C'est pas pour rien que tous les métiers du sport sont enseignés dans les écoles. Et la formation coûte cher parce qu'ils savent que c'est un métier qui aujourd'hui est demandé sur le marché de l'emploi. Donc, il faut qu'on se réveille, qu'on comprenne aujourd'hui que le football n'est plus un jeu. Pour le championnat local, il y a beaucoup d'attentes par rapport à cette nouvelle équipe, que ce soit Ligue amateur, Ligue professionnelle ou la Fédération sénégalaise de football. D'abord, j'ai parlé de la condition de travail des techniciens et des joueurs, mais aussi par rapport à l'attractivité que ce championnat doit avoir. Et cela passe d'abord par avoir des infrastructures. Et ça, c'est une compétence de l'État du Sénégal. Parce que l'État est habilité à construire des infrastructures. Parce que pourquoi les Sénégalais ne vont pas au stade? Les gens disent souvent c'est parce qu'il n'y a pas de niveau. Non, ce n'est pas un problème de niveau. C'est-à-dire, le stade doit être un cadre de vie. C'est un cadre de vie. C'est comme là où tu travailles. Tu as envie de boire de l'eau, tu auras de l'eau. Tu as envie de prendre du café, tu auras du café. Tu as envie de prier, tu as un endroit où prier. Mais aujourd'hui, les stades du Sénégal ne sont pas des cadres de vie. On ne peut pas se déplacer, aller au stade du Sénégal avec sa famille parce qu'on aura des difficultés pour pouvoir gérer un enfant qui a envie d'aller aux toilettes ou tout. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc pour qu'on développe le football, il faut ça. Il y a un expert qui disait que le football se développe sur deux choses qui sont fondamentales. Les infrastructures et une bonne organisation. Quand vous avez les infrastructures, là c'est un acquis, il est là. C'est une compétence de l'État du Sénégal. Mais l'organisation va permettre d'attirer les sponsors, d'avoir des partenaires, d'avoir des droits TV et tout ça, et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pas des histoires de copinage et tout. Et ça, on le voit souvent, que ce soit dans le sport et dans la politique. Voilà. Et parlant d'infrastructures, le Sénégal ne peut pas justement accueillir une CAN parce qu'il n'y a pas de stade homologué. On revient justement sur ce débat qui a scandalisé beaucoup de monde. Et comment, dans ce cas, situer la responsabilité de la Fédération sénégalaise de football? La responsabilité de la Fédération sénégalaise de football, je dirais, elle n'est même pas à plus de 10%. Hein. Peut-être que la fédération aurait pu, lorsque la pelouse de Léopold Sédar Senghor, lorsqu'on allait fermer le stade Léopold Sédar Senghor, autant pour moi, parce que la pelouse ne tenait plus, je pense qu'il pouvait mettre 100 millions pour réfectionner la pelouse ou bien mettre 1 million. Parce que rien que le stade Lat Dior de Thiès, ça a coûté des milliards, alors que jusqu'à présent, le stade ne parvient pas à accueillir des matchs internationaux. Donc pour dire que parfois on a un problème, ce que je disais tantôt, d'ambition ou bien de savoir comment est-ce qu'on peut dépenser cet argent en faisant appel à des personnes compétentes. C'est surtout ça. Parce que quand on donne de l'argent à un entrepreneur qui est chargé de faire un travail et qu'à quelques mois après on est obligé de mettre des millions sur ce chantier-là, c'est un problème. Je prends l'exemple du stade de Pikine qui a été réfectionné et qui a été construit. Réfectionné 2 fois. On se souvient lorsque le chef de l'État venait pour l'inauguration d'une réfection de stade, alors que le Sénégal jouait son match à l'étranger. Je dis qu'on a un problème par rapport à ces marchés qui sont attribués à des gens qui ne prennent pas leur responsabilité de faire le travail correctement. Parce qu'il n'y a pas un contrôle derrière. Non, déjà la qualité du travail et surtout le contrôle, mais l'utilisation aussi. Je pense que c'est difficile de construire des stades, mais surtout l'entretien aussi, c'est un problème. Il y a une surutilisation de nos stades. Parce que vous verrez des stades où il y a des meetings, il y a des conférences, il y en a tout, il y a des matchs de football, il y en a tout. On fait tout sur nos pelouses. Donc quand il n'y a pas un entretien qu'il faut, et c'est sûrement la durée sera vraiment courte. Donc ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est par rapport à la responsabilité de la fédération. Je dis qu'elle est limitée parce que la fédération n'a pas comme, disons, responsabilité de construire des stades. La fédération, elle doit se baser sur les infrastructures qui sont construites par l'État du Sénégal. C'est comme ça que ça se passe en Afrique et on peut partout, c'est l'État qui construit des infrastructures. La fédération, sa responsabilité, c'est surtout ce qu'elle est en train de faire peut-être avec Guéréo et Jules François Bocandé. On a 2 centres qui ont permis depuis quelque temps à nos sélections jeunes d'être régulières dans les compétitions continentales ou bien même mondiales, parce qu'on a vu avec U17 qui a disputé son premier mondial, la Coupe du Monde avec les 20 et les U20 et 2 finales avec les sélections jeunes. Donc pour dire qu'il y a des avancées de ce côté-là. Peut-être là, la fédération a pris la responsabilité peut-être de reprendre le stade Demba Diop en stade fédéral et ça tarde aussi parce que depuis 2 ans, on annonce le démarrage des travaux et ça aussi c'est un sérieux problème parce que pendant ce temps, des pays limitrophes sont en train de se développer côté infrastructure. Quand on vous dit que la Mauritanie a 2 stades homologués, que même la Guinée peut accueillir ses matchs à domicile, c'est comme si on dans plusieurs domaines. C'est comme si on retourne en 2012 où le stade Léopold
été fermé, on était obligé d'aller jouer au Maroc ou au match qu'on a joué en Guinée. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'ambition, mais surtout de savoir d'où est-ce qu'on doit investir. Parce que le football, c'est par des étapes. Et nous, on veut quitter du premier arriver au 10. On veut gagner un trophée. On est d'accord, mais cela passe par mettre en place des mécanismes dont les conséquences. Gagner un trophée doit être les conséquences d'un travail qui a démarré d'abord par mettre en place des infrastructures, une bonne organisation et qui va permettre à ce que des partenaires et des sponsors puissent venir aider notre football, qu'on puisse avoir un championnat fort, des clubs forts et après une fédération forte. Il y a le candidat malheureux Madi Touré qui dit qu'il est prêt à travailler avec Augustin Senghor, mais à condition qu'il y ait une bonne organisation du sport sénégalais. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au foot sénégalais, Madi Touré? Déjà, moi, je dirais que c'est le seul gagnant à part le football sénégalais qui a gagné, bien évidemment, parce que c'était un vrai gentleman. Il a perdu. Il a perdu peut-être dans les urnes, mais il a gagné en respect, en considération et tout, à la sympathie des Sénégalais, comme vous le dites. Je pense que ça, c'est intéressant. Il a mis en place son programme qu'il a déroulé. Il est allé partout au Sénégal, il a rencontré les Sénégalais et il les a expliqué ce qu'il veut du football sénégalais. Et ça, c'est des choses intéressantes. Je pense que bien avant qu'il fasse cette déclaration, il y a Augustin qui l'avait dit que s'il gagne, il va prendre les choses positives dans le programme de Madi Touré pour l'utiliser pour le bon devenir du football sénégalais. Là, Madi l'a autorisé sur le plateau d'ITV hier, qu'il met son programme à la disposition de l'équipe élue pour qu'elle travaille pour le football sénégalais. Lui, il peut venir, il a raison s'il y a une bonne organisation. Encore une fois, après l'euphorie et tout ça, il faut qu'on sache que le football a besoin de sérieux travail. Et ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas des choses compliquées. Il suffit juste un petit effort, qu'on pense football. Il faut qu'on pense football, il ne faut pas qu'on pense à nos interéquipes personnelles. Parce que tout ce qu'on a vu là, ces derniers temps, et tout ce qu'on a entendu comme message et discours et clash, c'est comme si des gens parlaient pour leur propre intérêt. Alors que le football a besoin d'union. Mais pas forcément parce qu'on est unis qu'on doit gagner. Parce que le Cameroun qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, ce n'était pas l'union. L'Algérie qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, ce n'était pas l'union. La France non plus en 2018 pour la Coupe du Monde. Je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des personnes compétentes, surtout dans nos instants. Des gens qui ont des idées, comme Madi Touré, c'est une personne qu'on a besoin. Parce que Madi, quoi qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. En 20 ans, ce qu'il a fait pour le football sénégalais, beaucoup sont dans nos instants, ne l'ont pas fait. Ça, il faut aussi qu'on le reconnaisse. Parce que parfois, dans l'euphorie ou bien dans le clash, on s'emporte et on pense exclure des gens qui sont aussi importants pour notre football. Madi est allé à Denis Birandao, un village qui n'existait même pas sur la carte du Sénégal, entouré de dunes. Aujourd'hui, il y a un centre, il y a tout, il y a des jeunes sortis là-bas. Quand on vous dit que Bab Matassa, qui nous a sorti il y a quelques heures, un match face à Lille, avec le FC Metz, qu'il est formé à Génération Foot. Sadio Mané est formé à Génération Foot. Des joueurs aussi intéressants qui ont servi les sélections nationales sont formés à Génération Foot. Ces personnes-là, on a besoin d'elles pour le développement du football sénégalais. Et c'est intéressant aussi qu'ils rejoignent aussi cette équipe-là, parce qu'il faut aussi qu'on laisse de côté ces problèmes d'ego et tout ce qu'on a comme problème personnel et qu'on pense pour le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, Madi, c'est 123 voix qu'il a obtenu lors de cette élection-là, c'est un signe. En 2013, il avait 40 voix. Il est passé de 40 à 123. Ce qui veut dire le signal, il est fort. Et s'il continue cette dynamique-là, et pourquoi pas c'est lui la venue du football sénégalais. Ce sont eux. Ce sont Madi Touré, Baba Ndiaye, Ian, Ousmane Thiam. Donc c'est le moment de venir autour de cette fédération, d'intégrer la fédération, d'apporter leur idée. Mais surtout, s'ils ont besoin aussi d'apporter la contradiction, parce qu'on en a besoin. Parfois, on laisse trop les gens dérouler, et c'est comme s'ils gèrent des choses qui leur appartiennent, alors que le football appartient à tous les Sénégalais. Ouais. Merci beaucoup, Saïkou Seizi, journaliste au groupe Média Coin Éco. C'est juste après ceci. Le Sénégal dispose de réserves importantes de gaz de bonne qualité. Elles sont quantifiées à 910 milliards de mètres cubes. L'exploitation de ce gaz et du pétrole démarre en 2023 pour justement redynamiser l'économie nationale et conforter le leadership du Sénégal dans le monde. Des milliers d'emplois sont également attendus. Le dossier Coin Éco est signé Mamabdou Kassé. Les réserves de gaz au Sénégal sont hors normes. Elles sont estimées à 910 milliards de mètres cubes. Un gaz en qualité mais également en quantité qui hisse le pays parmi les plus grands producteurs de cette énergie fossile en Afrique. Du gaz sous terre mais également sous mer, offshore et onshore.
La production est prévue pour 2023. À ce titre, le Sénégal a mis en place une importante initiative dénommée Gas to Power. Ceci pour bien tirer profit de la ressource, surtout dans le domaine énergétique. Le Gas to Power vise justement à atteindre des objectifs à terme de production massive d'électricité suffisante et surtout l'accès universel à l'électricité. L'accès universel à l'électricité, comme vous le savez, ça renvoie à l'accès facile à tout le monde, que ce soit dans le milieu urbain ou dans le milieu rural, à l'électricité. Que tout le monde puisse avoir l'électricité à un coût accessible, vraiment, donc pas trop cher, et surtout dans le respect de l'environnement. En plus d'être un producteur, le Sénégal pourra vendre son gaz à ses voisins qui n'en disposent pas et au reste du monde. Tout est dans l'utilisation. Une partie de ce gaz, forcément, sera utilisée pour le marché local, notamment la production d'électricité, avec non seulement Sénélec, mais aussi les autres industries comme Sococim, etc., qui utilisent du gaz, n'est-ce pas? Et une autre partie également sera utilisée toujours localement, mais dans d'autres secteurs comme la pétrochimie, par exemple. Parce que comme je vous ai dit, on peut faire énormément de choses avec le gaz. Le gaz ne sert pas seulement à produire de l'électricité, mais il y a des sous-produits du gaz qui permettent de faire d'autres produits. Et donc vous imaginez en termes de valeur ajoutée ce que ça va nous apporter. Maintenant, pour le reste, bien entendu, forcément, il y a une partie qui sera commercialisée sur le marché mondial. La plus importante découverte de gaz est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie. Le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim. Une production de gaz naturel liquéfié de 2,5 millions de tonnes par an est attendue pour la première phase. L'exploitation est prévue pour atteindre 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2026 avec les phases 2 et 3. Le gisement renferme 530 milliards de normal mètres cubes. Pour qu'il soit profitable à tous, les deux pays ont signé un contrat d'achat-vente, un partenariat équitable, 50-50. Le Sénégal et la Mauritanie ont mis en place une structure pour justement gérer la ressource qui se trouve à cheval entre les deux pays. Et donc le partage, la répartition, etc., tout cela a été bien pensé. Et la répartition, ce sera du 50-50. Et jusqu'à présent, en tout cas, les choses sont bien gérées par la seule compagnie qui s'appelle Cosmos. Et tout cela, c'est une gestion tripartite entre la compagnie Cosmos, qui a découvert et qui gère l'exploitation, l'État sénégalais, l'État mauritanien. Mais attention à ne surtout pas négliger l'aspect sécuritaire, alerte l'ancien conseiller au ministère du Pétrole et des Énergies. Le Sénégal charme. Aujourd'hui, nous attirons pratiquement tous les regards, justement à cause de la découverte de ces ressources. Pétrole et gaz, c'est des ressources stratégiques qui peuvent développer un pays, mais qui peuvent aussi déstabiliser un pays. Et tout le monde sait que nous n'avons pas d'amis dans la sous-région, a fortiori un peu plus loin. Donc, au niveau de nos frontières, déjà, le Sénégal est confronté au péril djihadiste, comme on le sait, disons-le clairement. Et ça, la découverte de ces nouvelles ressources met une tension supplémentaire sur les autorités qui doivent veiller davantage à sécuriser encore plus nos frontières. L'exploitation prochaine du pétrole et du gaz va davantage renforcer l'image du Sénégal dans la géopolitique mondiale. Deux ressources qui vont beaucoup participer à résorber le chômage endémique des jeunes. La création de plusieurs milliers d'emplois est attendue. Vous l'avez dit, Mme Dougué Kassé, le Sénégal s'apprête à devenir un pays gazier et cela pourrait changer l'aspect, passant d'importateur à exportateur de cette énergie très prisée en Afrique et dans le monde. Bonsoir, Mamadou Ndiaye. Oui, bonsoir. Vous abordez la question ce soir avec Mohamed Seck, administrateur de société, directeur général de Sahel, directeur général, lui, Sahel Distribution, distributeur de produits et pétroliers. Oui, Mohamed est un acteur du secteur et il y a évolué depuis assez longtemps. Et en même temps aussi, il est un autre acteur dans l'association sénégalaise justement pour le développement de l'énergie en Afrique. Mohamed, est-ce que vous nous entendez?
Oui, mon cher Mamadou, je t'entends très bien. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi donc l'élément de Mme Abdou Kassé et aussi certains experts qui se sont exprimés sur la question justement du gaz. Eh bien, nous prenons pratique simplement de cette crise de la pandémie donc Covid-19 avec voilà, ces histoires liées à l'oxygène pour simplement au moins revisiter le secteur gazier. Le Sénégal va devenir, comme chacun le dit et comme tout le monde l'espère, un pays gazier dans les mois à venir ou à l'horizon 2025. A-t-on le sentiment que nous passons d'un état chancelant à un état riche? Oui, alors, merci Mamadou. Comme je disais, vous savez, les réserves, hein, avant de répondre à votre question, les réserves prouvées s'élèvent en ce moment à 914 milliards. Bon, votre animateur a dit 910, mais bon, c'est pareil. 914 milliards de mètres cubes de gaz. Ces découvertes placent le Sénégal au rang de 5e pays en Afrique et le 27e dans le monde avant les Royaumes-Unis qui en sont à 600 milliards. Okay. Et à titre comparatif, la France, avec 265 milliards de gaz, a exploité son gaz, a exploité son produit pendant 60 ans, de 1957 à 2017. Alors nous, on parle de 914 milliards. Et avec cela, la France a créé une ville nouvelle, a créé une industrie pharmaceutique de rang mondial, a créé une industrie domestique, a créé un réseau complet de distribution de gaz dans les foyers pour la cuisson et la climatisation. Ça, je me souviens, j'ai un de mes doyens, l'ancien directeur général de la Sénélec, doyen Ndao, qui me disait qu'il était là-bas quand on faisait les premiers pics pour installer ces réseaux. Et a créé aussi en même temps, la France toujours, une nombreuse main-d'œuvre renforcée par des émigrés portugais, espagnols, maghrébins. Alors pour en venir au Sénégal, oui, allez-y. Le Sénégal pourra utiliser ce gaz-là, comme l'a dit tout de suite Malik Ndao, pour baisser les prix de l'électricité. Ils ont déjà commencé avec le gaz tout beau, ça sera pour bientôt. Le Sénégal peut aussi s'engager à distribuer dans les foyers par canalisation, le gaz dans les foyers par canalisation comme l'eau, pour aussi créer une société de distribution du gaz semblable à la Sénégal. Je ne parle pas de la formation et des opportunités de création d'emplois qui sont infinies. Donc la création de nouveaux métiers modernes inconnus au Sénégal. Pour dire vrai, mais vraiment, c'est un formidable outil, une opportunité pour que le Sénégal se développe, soit un pays riche. Hein. Très bien. Maintenant, y a-t-il des préalables à respecter justement pour arriver à un début d'exploitation qui soit judicieuse? Oui, il y a des préalables. Hein. Comme il l'a dit, si c'est en ce qui concerne les découvertes qui se trouvent au large de Saint-Louis, oui. Il y a des problèmes diplomatiques. Hein. Malik l'a bien expliqué tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de batailles diplomatiques jusqu'à récemment. Le président de la République, les chefs de service, ils sont tous partis là-bas pour échanger. C'est ce qui a amené le partage, comme il a dit, 50-50 entre les pays. Il y a aussi des préalables économiques. Il faut regarder la rentabilité de ces choses-là. Il y a des préalables aussi financiers, en l'occurrence ce qu'on appelle la décision finale d'investissement. Ça, c'est le bout du processus avant de démarrer l'exploitation. Ça a été fait. Hein. Il y a aussi des préalables techniques. Tout ça, ça a été déjà fait. C'est pour voir la qualité du gaz, la faisabilité de l'exploitation. Tout ceci, hein, tout ce dont je vous parle, hein, ces opérations ont été remplies déjà rempli par les opérateurs. Hein. Et celui qu'on a choisi ici, bon, je vais dire l'opérateur, c'est le leader mondial, un des leaders mondiaux et qui a un important marché de gaz. Donc voilà ce que je veux dire sur les préalables. Alors, sommes-nous assez outillés, Mohamed, pour jouir de cette ressource et en user sans abuser? Oui, on est bien outillé. Là, j'en veux pour preuve. Hein. L'État du Sénégal a pris les devants. Hein. Nous avons déjà, toutes les lois ont été votées. Il y a comment dirais-je, on a mis en place déjà les lois sur le pétrole, les lois sur le code pétrolier.
les lois sur le code gazier, tout a été voté. Et le Sénégal a posé des jalons très importants avec la création en légiférant sur le contenu local et récemment avec la création du Comité national de suivi du contenu local. J'en parle parce que je représente le patronat dans ce comité-là. Donc tout est prêt, hein, tout est prêt. Les jalons sont déjà tracés pour la diffusion de cette affaire-là sans problème. Alors, si les jalons sont posés, c'est parce qu'effectivement, il y a un consensus sur cette ressource qui, ailleurs, suscite des convoitises et peut-être même inspire donc les mastodontes donc, des grandes multinationales du pétrole et du gaz. Est-ce que nos ressources sont assez bien préparées ou bien est-ce que nos institutions sont assez fortes pour pouvoir peut-être endiguer un peu le flot, et comme le disait Malik dans l'élément, toute l'attractivité dont le Sénégal pourra faire l'objet dans les années à venir? Oui, ça, sur ce plan aussi, hein, je ne me fais pas tout. Hein. C'est Sarah, j'ai essayé pour régler ça, je vous parlerai bon, d'abord, comment ça se passe? Quand il y a des découvertes, c'est d'abord Petrosen, la compagnie nationale du Sénégal qui s'occupe du pétrole et du gaz, qui monte au créneau, et c'est Petrosen qui signe tous les contrats. Et Petrosen, comme vous le savez, verrouille. Mais avant ça, bon, par rapport je pense que votre question va dans les aspects techniques et plutôt humains. Je prends l'exemple concret du gisement de Sangomar. Vous savez, pour le gisement de Sangomar, on a une grande campagne de forage. Oui. Quand on parle de forage, on entend ici 23 puits qui vont être forés afin de permettre aux hydrocarbures qui se trouvent à l'intérieur de ces gisements de sortir. Au moment où je vous parle, les forages ont bel et bien démarré. Pour le démarrage de ce forage, on a besoin de beaucoup de matériel, et essentiellement dans la campagne de forage que l'on appelle des bouts et tout cela. Et j'étais heureux de savoir, avant cela, j'ai discuté régulièrement avec l'opérateur, le sous-traitant de l'opérateur Woodset, l'opérateur c'est Woodset, son sous-traitant c'est Halliburton, donc le responsable Jamel ici. Il y a 1 an, 2 ans, il me disait, mais je suis inquiet. Mais ce que j'ai vu à la télé il n'y a pas très longtemps, pour ce projet justement de Sangomar, le chef de projet est un jeune Sénégalais. N'est-ce pas? Qui est un ingénieur en génie électrique et qui a monnayé ses talents partout dans le monde. Et j'étais agréablement surpris de l'entendre expliquer de manière très claire, mais vraiment très claire, le processus de forage de bout en bout. Et c'était très rassurant. Je veux dire, en réalité, bon, pour nous les connaisseurs, c'est une délicate opération qui est un ensemble qui englobe de l'électronique, de la mécanique, de l'électricité, etc. Ouais. Nous avons des tanks de stockage, de mixing, pour faire les ménages et tout ça. Juste pour vous dire que c'est une industrie de pointe, avec des entreprises sénégalaises qui sont déjà installées, je veux dire, sur 5000 m² et occupent une large place dans le port. Mais alors, pour vous dire que c'est bon d'abord, enfin, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, quoi. Alors, donc si je prolonge votre réflexion, le gaz en vue va être un facteur d'épanouissement et non de déstabilisation. Pardon, j'ai pas bien entendu. Je dis en suivant effectivement peut-être votre raisonnement avec justement ces ressources sénégalaises de très haut niveau, le gaz qui va être exploité dans les années à venir va être plutôt un facteur d'épanouissement du pays au plan économique et même au plan social, plutôt justement qu'un facteur de déstabilisation, et suivez mon regard. Oui, mais ça c'est clair, hein. Je veux dire, moi, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. Je veux dire, avec une gestion transparente et rigoureuse de ces revenus, mais ça pourra constituer des leviers très forts dans le développement des secteurs prioritaires qui ont été dégagés par l'État du Sénégal, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, les énergies, les infrastructures routières, etc. Et pour dire, bon, mais pourquoi avoir peur? On connaît un pays comme le Qatar, ils ont bien géré leur gaz, et ils en sont bien tirés. Donc ce sera vraiment un facteur d'épanouissement, hein, pas de déstabilisation, et je ne comprends pas pourquoi. Moi, je suis optimiste. Hein. Notre gaz sera un facteur d'enrichissement pour notre pays, de sa modernisation et de renforcement du tissu social.
Très bien. Ça, je suis certain. Mohamed, vous avez procédé à une estimation des réserves dont disposerait sans doute le Sénégal, mais pouvez-vous maintenant aussi anticiper sur les revenus que nous pourrions tirer de l'exploitation et de la commercialisation justement de cette énergie? Oui, les revenus seront tout aussi énormes. Et je veux dire, bon, ça, c'est quand même, il y a un aspect un peu technique dans cette affaire-là, parce que on est en train de parler d'exploitation en ce moment-là, d'un produit qui va être distribué, qui va être vendu dans XAD. Hein. Donc, ça, c'est des prévisions techniques qui seront là. Mais je vous rassure, au moment où je vous parle, les prévisions qui sont devant nous, mais c'est très, 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 très optimiste. Hein. Donc, et au moment où ça sera sur le marché, il n'y aura pas de problème. Au contraire, il y aura assez, ça va générer assez de revenus, vraiment assez de revenus pour le Sénégal et pour les opérateurs. Vous n'avez pas une idée de grandeur, donc, des revenus qui impacteraient... Pardon, vous n'avez pas une idée de grandeur, justement, de ces revenus? Oui, bon, moi, je n'aime pas souvent donner des idées de grandeur. Je vous donne un exemple très simple. Je veux dire, à un moment, on a parlé, bon, pas de ce Gaza, du pétrole, l'équivalent un peu là. Les gens parlaient des 30 milliards de dollars. Ça, c'est quand même... Mais ça, c'est peanuts, je veux dire. C'est ça, je ne veux pas parler d'estimation comme ça. Mais quand même, c'est énorme, quoi. C'est énorme, ça va être énorme. Surtout sur le gaz, c'est énorme. Le marché du gaz est très select et c'est pas un produit qu'on a en abondance comme ça, quoi. C'est pas, quand on parle de l'offre et la demande, ça vraiment, la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc, pour dire que là, sur ce plan, on peut rassurer. Alors Mohamed, peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Sommes-nous aptes à compétir à armes égales sur ce marché des hydrocarbures qui est un marché âprement disputé à l'échelle mondiale? Oui, oui, moi je dis pourquoi pas. Hein. Mais je vous dirais, le Sénégal, il faut penser, je veux dire, les États ont leur politique, les États, quand ils partent sur le marché mondial, il ne faut pas voir que c'est l'État du Sénégal qui se présente sur le marché mondial. Mais non, on a des partenaires, j'ai dit là aujourd'hui, si je ne me trompe, avec le contrat que nous avons avec l'opérateur, mais comme je disais tout à l'heure, l'opérateur a un grand marché de gaz. Hein. C'est ça. Donc s'il n'y a pas de problème, on sera bien accompagné et il y a de quoi être rassuré sur ce que nous aurons avec ça. Ne vous en faites pas pour ça. Ben, avec vos propos aussi, il y a de quoi être plus sûr et plus rassuré. Mohamed, merci beaucoup. Ah ben oui, il faut le rassurer. Moi, je vous rassure. Hein. De ce que je vois, ce que l'État a déjà mis en place en termes d'outils, comme je dis, récemment, notre dernière réunion au niveau du comité technique du comité national de suivi du contenu local. Et là, c'est vraiment, puisqu'ils ont permis au patronat sénégalais d'y être, et vraiment, ce qu'on a vu nous a vraiment rassuré. Ça ne vous cache pas. C'est bien parti, quoi, si vous voulez mon avis dans ça. Voilà. Ouais. Voilà, quelques soucis avec la liaison téléphonique. Mais voilà, on a fait le tour avec Mohamed sur donc les aspects liés au gaz qui sera bientôt justement une ressource disponible et même opérationnelle pour notre pays. Avec sans doute les éléments clés d'analyse qu'il nous a fournis, nous pouvons peut-être regarder avec beaucoup de lucidité ce qui va advenir dans les années à venir. Merci Mohamed et au plaisir de vous revoir. Des centaines de Sénégalais perdent la vie chaque année dans des accidents de la route. Entre janvier et juillet 2021, 1836 accidents ont été enregistrés et c'est l'occasion de nous intéresser aux nombreux facteurs à l'origine de ces drames. C'est dans Ailleurs Art, Mara Lesnian et Mokhtar Sek. Entre 2017 et 2020, les accidents de la route ont emporté près de 3000 Sénégalais. Une étude récente effectuée par l'ONG Partners West Africa
révèle aussi que près de 644 personnes meurent chaque année du fait des accidents de la route. Pourtant, il y a juste une dizaine d'années, faire le trajet Dakar-Fouta relevait d'un véritable parcours du combattant à cause du mauvais état des routes. Aujourd'hui, que cette route a été entièrement refaite, le nombre d'accidents a considérablement augmenté. Le dernier date d'il y a une semaine et a fait 14 morts entre Ndioum et Podor aux alentours de Tareji. Cette situation dramatique pousse certains observateurs à se poser une multitude de questions sur le pourquoi de ces accidents. Avec la très bonne qualité des routes dotées de signalisation horizontales et verticales, la négligence humaine est souvent pointée du doigt. La très bonne qualité de ces routes engendre à la fois un excès de confiance et un excès de vitesse de la part de certains conducteurs qui ne se soucient même pas des tableaux de limitation de vitesse. À cela, il faudrait ajouter l'usage du téléphone au volant et le manque de sommeil de certains chauffeurs qui, voulant faire des bénéfices, ne trouvent pas le temps de récupérer suffisamment entre un aller et un retour. Plus qu'un style de musique, le rap est une forme d'expression et d'affirmation. Au fil des ans, c'est devenu une véritable industrie qui rapporte beaucoup à ses acteurs. Les rappeurs sont aussi des hommes d'affaires et c'est universel. Mais au Sénégal, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Selon Gaka Blindé, rappeur, il a accordé un entretien à nos reporters Boubacar Dieng et Moussa Fall. Ce mouvement culturel et musical tire ses origines du hip-hop. Le rap acquiert une pluralité de plus en plus grande au fil des années 1980 au XXIe siècle. Le rap et le business sont indissociables. Aux États-Unis, au Nigeria, en France et même au Sénégal naissent une nouvelle génération de rappeurs, businessmen. Bon, le rap business, je pense que c'est ce que tout le monde fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas notre, disons, industrie qui est un tout petit peu avancée. Et si on parle de rap, on ne peut pas parler de rap sans parler de business. Parce que je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. En plus, comme on dit, on est dans le showbiz. Et le show, c'est ce que nous faisons, qui est notre prestation, disons les freestyles, ce qu'on fait au studio, ce qu'on fait sur les scènes et tout. C'est le show. Après, le biz qui est le business, c'est ce qui se cache derrière. C'est ce que peut-être le management essaie de décrocher de gauche à droite avec les partenaires et tout. Beaucoup de ces rappeurs deviennent des chefs d'entreprise hors du podium, en dehors de la scène, les affaires. Et en plus, nous, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on essaye de mettre en fait des petits trucs en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, ici, c'est KBC, c'est mon label, je l'ai mis en place et c'est pour le business. Quand je suis là, il y a l'administration qui est ici, il y a des bureaux, il y a des gens qui gèrent, disons, la direction marketing, l'infographe et tout. C'est pour propulser ce que nous faisons, qui est en fait, en quelque sorte, le biz. De temps en temps, je suis là, ici au studio, je fais des beats, je fais en fait des top lines, orienter les artistes de ce qu'ils font. Et de temps en temps, je suis dans le bureau, je regarde les contrats, je discute avec les gens, voilà, pour voir le streaming et tout ce qui tourne, qui peut générer de revenus en quelque sorte. Et c'est très important. Et parallèlement aussi, quand tu as un nom, quand tu es entre guillemets Gaka Blindé, King Baba par exemple, j'ai fait un son qui a fait le buzz qui est King Baba. Après, on réfléchit en termes de revenus. Qu'est-ce que ça peut apporter parallèlement? Quelque chose peut-être qui n'aura rien à voir avec le rap. Le Sénégal compte des centaines de rappeurs. Cependant, ils sont rares à investir le milieu du business. Baba Ndiaye plaide pour l'implication de l'État. Je pensais que l'État, entre guillemets, pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, quand tu vois les pays, disons, les pays voisins comme Nigeria ou Cameroun, tu vois leurs artistes, l'État met à leur dispo des soi-disant subventions pour pouvoir propulser la musique, surtout sur le plan international, et c'est très important. Aux États-Unis,
Des rappeurs comme Puff Daddy ont fait fortune dans le rap business. Ils sont devenus de grands chefs d'entreprise. L'un des précurseurs du rap business au Sénégal est Canabasse depuis 2013. Il est avec nous sur ce plateau, Boubacar Dieng, qui a donc réalisé ce reportage. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Adama. Et nous allons prendre la balle au rebond. Aujourd'hui, beaucoup de grands rappeurs sont dans les affaires. Comment le business a fini par intégrer le milieu du rap? Une très bonne question Adama. Mais nous allons commencer notre démarche avec Puff Daddy, qui est l'exemple que j'ai pris dans le dossier. Lui, il est l'ambassadeur d'une marque de vodka. Et de ce fait, il assure le marketing, assure le management et les 50% des bénéfices réalisés lui reviennent. À part cela, il y a Jay-Z qui est aussi un grand exemple de ce genre de rap business, puisque Jay-Z, il a une marque de vêtements qui s'appelle Rockaway. Et déjà en 2007, donc ça fait de cela presque 13-14 ans que ça a eu lieu. Il a réalisé 204 millions de dollars de bénéfices, rien qu'avec sa marque de vêtements. Il a aussi investi dans l'alcool, la restauration, et ça lui apporte beaucoup d'argent. Si on va en France avec Booba, lui aussi il a une marque de vêtements qui s'appelle Uncut, et donc ça lui rapporte beaucoup d'argent. Maintenant, comment cela leur rapporte de l'argent? Ils ont des maisons de production, et de fait ces maisons de production là sont des lieux de placement parce qu'ils produisent des artistes, et ces artistes-là, à leur suite, peuvent porter les marques que ces musiciens-là, ces artistes-là ont créées. Et de ce fait, cela a une visibilité, mais surtout avec leur audience, qui sont les fans, qui sont là, puisque les fans veulent aussi adopter le style de vie de leurs stars préférées, comme Jay-Z, comme Puff Daddy ou bien comme Booba. D'accord, on va maintenant parler du cas spécifique du Sénégal. Pourquoi on a l'impression que la nouvelle génération de rappeurs n'a pas encore saisi ces enjeux? Oui, ils ne l'ont pas encore saisi, ces rappeurs-là, parce qu'ils ne connaissent pas en réalité ce que c'est que le rap business et l'apport que ça peut avoir. Le seul qui l'a essayé pour la première fois en 2013, c'est Canabasse. Donc il a créé son label qui s'appelle Buzz Lab, qui est un studio de production qui produit des artistes actuellement. Mais on a vu qu'il y a aussi la nouvelle génération qui sont un peu au-dessus de la scène musicale du rap ici au Sénégal, que sont Dip Doundou Guiss et Ngaka Blindé, avec qui j'ai réalisé le dossier. Ces deux-là essaient aussi de mettre quelque chose en place. Comme l'a dit Baba Ndiaye, il a KBC Musique, donc qui est son label. Il produit des artistes, il fait des affaires, il a un staff qui est là en place pour aussi essayer de fructifier ce qu'il fait en dehors de la musique. La musique lui a permis de faire des affaires et ces affaires-là lui rapportent gros. Maintenant, les gens ne le connaissent pas, raison pour laquelle, avant de vous quitter, je vais vous proposer de suivre le message qu'il lance à la nouvelle génération, un message qui pourrait les convaincre d'essayer ce que c'est que le rap business. D'accord. Le dernier mot, je peux dire que c'est un message que je donne à toute la nouvelle génération de croire en eux et de prendre aussi des initiatives, être entrepreneur en tant qu'artiste. Parce que la musique, seulement, je peux dire, ça ne suffit pas. Mais on peut faire du business dans la musique. Moi, je ne suis pas avec ceux qui disent que la musique seulement ne paye pas. C'est-à-dire, tu peux rester dans la musique et faire un business qui colle avec ta musique. Et voilà, je peux dire aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on est dans un monde qui est vraiment avancé. Donc, vous, la nouvelle génération, nous, la nouvelle génération, essayons de prendre des initiatives, de faire du business peut-être qui n'aura rien à voir avec ce qu'on fait, qui est la musique, le rap. Mais on peut aussi rester dans le rap et faire du business. Ciao. Alors, c'en est tout, Boubacar? Oui, effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le business et le rap. On se retrouve dans une semaine. Inch'Allah. On enchaîne avec... Alors, tranche de vie, son nom a résonné dans l'actualité de ces derniers jours. Lobendia et la trentaine tuée dans des conditions atroces. Elle était vendeuse de pièces détachées pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa famille, justement, nous sommes allés la voir. Je vous propose de suivre ce reportage de Aïssatou Kane sur les images de Augustin Mandan. Avec elle, un bout de chair, du cœur de tous ceux qui l'ont connue et côtoyé. Sa disponibilité et sa sollicitude marqueront à jamais à sa famille.
Zainabou Ba est artiste comédienne. Ce soir, c'est elle qui partage avec nous ses astuces, ses méthodes pour passer une bonne semaine. Regardez. Nous ne sommes pas tout le temps libres pendant le week-end parce qu'on a tellement de choses à faire. Comme vous le voyez, je viens de terminer mes répétitions et ça se passe la plupart du temps comme ça. Donc c'est des répétitions, c'est des prestations, c'est des textes à apprendre, c'est des rencontres, c'est autant de choses, autant d'activités à faire pendant les week-ends. Et il faut aussi préparer la semaine qui arrive, qui s'annonce aussi très chargée. Mais avec une très bonne planification et un emploi du temps bien défini, les activités bien réparties, ça passe. Donc on essaie de s'organiser en même temps qu'on travaille, on fait du mieux qu'on peut. Et parfois aussi, quand on a les week-ends libres tous les 2 jours, donc c'est le all extrême diar, on essaie de profiter du maximum de la famille, on reste à la maison, on fait le repas naturellement. Donc c'est des sorties entre amis, on essaie de revoir les choses personnelles, tout ce qu'il y avait à faire qui était en suspens et tout ça. Donc c'est des week-ends très chargés. Donc quand on a le temps, on essaie de faire avec. Et quand on n'en a pas aussi, on essaie de faire avec. Ça se passe comme ça. Alors, pour le conseil que j'ai à donner, je dirais à chacun d'être fraîche. Soyez fraîche à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne laissez pas les choses négatives vous pénétrer. Hein? Ayez un bouclier, ayez un état d'esprit qui est assez fort. Soyez toujours positif. Et quand les mauvaises choses arrivent, laissez tomber. Ça part comme de la poussière. Soyez libre, vivez avec votre temps. Faites ce que vous aimez faire, surtout. Vous n'allez pas sentir le temps passer. Et gardez le sourire. Ça, comme on le dit, c'est le langage universel, ça fait plaisir. Et bon, ça se passe comme ça. Vous avez besoin de votre propre approbation pour être heureux. Sur ce, je souhaite un très bon week-end à tout un chacun. Et on se quitte sur ces images. C'est la fin de la Totale Dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Sur ITV à 21h, retrouvez votre émission Mélocan avec Migui Maramdia qui nous parle ce soir de l'infanticide, un phénomène sociétal aux conséquences désastreuses. Des témoignages poignants et renversants à suivre donc sur ITV à 21h. Bonne soirée à tous.